Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un court vidéo sur le sujet de la dissociation d'origine traumatique. Avant de vous présenter le plan de ce cours, je me présente, je suis Marion Martinelli, je travaille dans le service de psychiatrie adulte du professeur Christophe Lançon au Centre hospitalier universitaire de la Conception à Marseille. Vous pouvez visionner ma présentation complète en cliquant sur le lien situé juste en dessous de cette vidéo. Je suis psychologue et neuropsychologue. J'ai également un diplôme universitaire de psychothérapie cognitive et comportementale. Ce cours sera, je l'espère, le plus complet possible sur le thème à la fois riche et complexe de la psychothérapie de la dissociation et plus particulièrement de la dissociation d'origine traumatique. Avant de commencer, il faut savoir que le type de thérapie que je vais vous présenter sont des thérapies cognitives et comportementales. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne YouTube de la Psychiatrie du Soleil et à partager les vidéos qui s'adressent, en tout cas pour celle-ci, elle s'adresse aux thérapeutes ou futurs thérapeutes, mais j'espère qu'elle pourra intéresser aussi toute personne qui veut se pencher sur le sujet de la dissociation. Je vous souhaite donc un bon visionnage et je vous remercie par avance pour votre attention. Donc vous regardez actuellement la première partie de ce cours, composée d'une introduction et du modèle théorique de la dissociation. Je vous encourage à regarder ces vidéos dans l'ordre pour une meilleure compréhension de son contenu. Je commence cette partie introductive en vous proposant une définition de la santé mentale que j'ai choisie parce que justement elle se prête parfaitement au concept d'intégration et de dissociation. Il s'agit de la définition de Mathès et Delucci. Ce sont des chercheurs qui ont écrit un article très intéressant sur ces sujets, dont vous trouverez d'ailleurs les références en bas de la diapo. Ils expliquent que la santé psychique se caractérise par la capacité d'intégration, de façon à unifier en une seule personnalité un large éventail de phénomènes psychiques. Voici les deux livres dont je me suis servi pour réaliser ce cours. Le premier ouvrage, c'est celui de Suzette Boone, Cathy Steele et Onno van der Hart, qui s'intitule « Gérer la dissociation d'origine traumatique ». Il représente à peu près 80% de ce cours, il est très pratico-pratique et il regorge d'exercices pratiques à réaliser avec les patients, tant pendant les séances qu'en dehors des séances. Le second, c'est Psychothérapie de la dissociation et du trauma de Joanne Smith. C'est plutôt une revue de la littérature scientifique de toutes les formes de psychothérapie qui existent pour le traitement du trauma et de la dissociation. Comme par exemple l'hypnose, le MDR, la pleine conscience, la thérapie des modes de schéma de Jung, mais également des techniques un peu moins connues comme l'ICV, l'intégration des cycles de la vie, ou l'IFS, les systèmes familiaux internalisés, etc. Avec énormément de cas cliniques, très bien expliqués, mais vous n'y trouverez pas vraiment de protocole détaillé de prise en charge psychothérapeutique. Par contre, c'est une base théorique très intéressante pour commencer à se former à ce type de prise en charge. À mon sens, ces deux ouvrages ils sont vraiment complémentaires entre la pratique pour le premier et la théorie pour le second. J'ai également utilisé beaucoup d'articles, de vidéos, de sites internet, donc vous avez les références ici. Donc je les ai aussi copié-collé dans le descriptif de la vidéo en bas pour que vous puissiez cliquer sur les liens plus facilement. Et voici les sites internet dont je me suis servie. Donc je vous présente le plan de ce cours que nous allons diviser en 4 parties qui représentent les 4 vidéos. Dans la première partie, c'est-à-dire celle-ci, celle qu'on va faire aujourd'hui, nous allons commencer par une rapide introduction dans laquelle on parlera donc de l'historique de la dissociation, sa définition, quelques références, les plaintes principales des personnes qui viennent consulter en thérapie et les idées reçues au sujet de la dissociation. Dans la deuxième partie de cette vidéo-ci que vous êtes en train de visionner, on parlera du modèle théorique de la dissociation structurelle avec le score ACE, la personnalité apparemment normale et personnalité émotionnelle. On y en dira quelques mots, même si on le détaillera beaucoup plus dans la partie 3. Et on verra les modèles théoriques. Dans la deuxième partie du cours, on va se focaliser sur les définitions des termes d'intégration et de dissociation.
L'intégration, elle peut être dite normale, traumatique, péritraumatique ou post-traumatique, ainsi que la présentation des différentes pathologies dissociatives. Dans cette partie sur les pathologies dissociatives, j'essaierai de vous expliquer du mieux possible ce que signifie chacun des symptômes dissociatifs, comment on peut les interpréter, quel est leur sens et à quoi ils servent. Par exemple, la déréalisation, les flashbacks, la dépersonnalisation, etc. Donc vraiment d'essayer de les expliquer sous l'angle de la dissociation. Dans la troisième partie, on verra les différentes parts du soi, comme une cartographie du monde intérieur, avec la vie extérieure et la vie intérieure qui va rejoindre la PAN et la PE que vous voyez dans le modèle théorique de la partie 1, la personnalité apparemment normale et la personnalité émotionnelle. Et on passera beaucoup de temps sur les 5 parts de la personnalité traumatisée. C'est dans cette partie-là que je vous donnerai le plus d'exemples par rapport à mes patients. Donc je vous encourage à la visionner parce que du coup ça vous donnera un aspect plus pratico-pratique voilà, dans ces exemples-là que je pourrais vous donner. Et dans la quatrième et dernière partie, je vous présenterai les différents axes thérapeutiques. Donc vous voyez les intitulés de thèmes, ils sont nombreux. Sachez que pour chaque partie de la thérapie, moi j'ai choisi de réaliser toujours pour chacune des parties au moins une diapo qui pourra être utilisée comme une phase d'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel, c'est une part très importante de la thérapie parce que les patients traumatisés sont la plupart du temps, pour ne pas dire systématiquement, bourrés de blocages psychologiques, émotionnels et physiques. Donc pour chacun de ces thèmes, l'évitement expérientiel, le développement de la réflexion, le travail des parts dissociatives, etc., pour chacun d'eux, vous aurez toujours au moins une diapo d'entretien motivationnel pour motiver le patient à travailler sur ces thématiques-là. On commence donc avec la partie 1 et donc l'introduction qui va permettre de définir certains thèmes importants et de rappeler l'historique de cette thérapie. On va commencer par la mémoire traumatique. Qu'est-ce que la mémoire traumatique ? C'est une conséquence des maltraitances qui ont été subies par le passé et qui font revivre quasiment à l'identique des scènes traumatisantes, c'est-à-dire avec la même détresse et les mêmes réactions physiologiques, somatiques et psychologiques, s'installant dans le temps à travers ce qu'on appelle la reproduction des scénarios de vie. La mémoire traumatique, elle ne tient pas compte des nuances, du contexte, elle n'intègre pas les tenants ni les aboutissants d'une situation. La mémoire traumatique, elle est avant tout hypersensible et hyper réactive. Elle est déclenchée par des sensations ou des situations qui rappellent, consciemment ou non, les violences qui ont été subies par le passé. Elle est particulièrement fréquente chez les victimes de violences sexuelles, de maltraitance dans l'enfance, des actes de violence et de torture, et elle est à l'origine de symptômes psychotraumatiques graves, mais psychosomatiques aussi ça arrive, chroniques et très invalidants. Lorsqu'elle s'active, la mémoire traumatique rejoue l'impression de danger et parfois du risque de mort imminente ou le risque de devenir fou ou folle. Elle s'apparente à une bombe prête à exploser à tout moment, nécessitant de rester toujours en hypervigilance et de mettre en place des stratégies d'évitement et de contrôle qui sont épuisants et très handicapants, ainsi que des conduites dissociantes ces conduites dissociantes vont permettre d'anesthésier la mémoire traumatique, donc de faire en sorte qu'elle ne survienne pas et qu'elle ne nous envahisse pas, cette mémoire traumatique, comme un comportement d'auto-traitement. En fait, la dissociation, c'est de l'auto-traitement. Ces états de dissociation empêchent la personne d'être elle-même, évidemment, au point de ne pas savoir qui elle est vraiment, et avec des réactions qui sont difficiles à comprendre pour les victimes elles-mêmes. Pour comprendre la dissociation, je vous propose 2 théories distinctes. La première, c'est la théorie de Pierre Janet sur l'importance des expériences précoces de la vie de l'enfant dans la prise en charge du patient adulte. Ces travaux mettent en lumière le fonctionnement automatique de l'adulte qui, à la suite de traumatismes psychiques subis dans le passé, peut manifester des troubles plus tard pour lesquels
Janet va créer le terme de dissociation de la personnalité. Dans la thérapie des schémas de Jung, vous retrouvez un type de thérapie qui part du postulat que les troubles de l'attachement chez l'enfant ont généré une structure dissociative de la personnalité qui va se manifester chez l'adulte par de brusques changements émotionnels. Sur la chaîne de la psychiatrie du soleil, vous trouverez des vidéos reprenant chacun des 18 schémas. Ce sont des vidéos qui durent en moyenne 1h20 et qui reprennent pour chacune la description du schéma, un questionnaire d'auto-évaluation, les origines infantiles et familiales, les mécanismes de maintien du schéma au cours de la vie et la thérapie sur le plan cognitif, émotionnel et comportemental. C'est très simple pour les trouver, soit vous allez directement sur ma playlist sur la chaîne de la psychiatrie du soleil, soit vous tapez en mots-clés schéma et Martinelli et vous tombez dessus aussi assez facilement. Pierre Janet, c'est une figure majeure de la psychologie française de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. Il est notamment à l'origine du terme de subconscient et du modèle de l'inconscient. Janet attribue à l'inconscient le rôle central du traumatisme psychique, menant à l'amnésie et à la dissociation des souvenirs. Dans les années 80 aux États-Unis, c'est à ce moment-là que les travaux de Pierre Janet sur la dissociation sont repris. Le terme est d'abord renommé trouble dissociatif et intégré au DSM-3 à l'époque. C'est à cette époque-là aussi que naît autour de ce concept un engouement croissant dans la recherche clinique. Actuellement, le concept bénéficie de l'approche de Janet d'un côté et de l'apport des neurosciences cognitives de l'autre, notamment l'apport de l'hypnose, mis en place au départ par Janet comme principal outil thérapeutique. Bien que chez Pierre Janet, le terme hypnose de l'époque n'a pas la même signification que celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Et d'autres approches plus contemporaines comme le MDR par exemple, dont l'efficacité n'est plus approuvée. Le trouble dissociatif, selon Pierre Janet, consiste essentiellement en la séparation de certaines fonctions de la personnalité, selon lesquelles nos perceptions, souvenirs, fonctions organiques, nos mouvements, nos opinions, nos émotions, en fait, cessent d'être rattachés au sens que l'on donne à notre identité globale. Contrairement aux maladies neurodégénératives ou dégénératives, toutes les fonctions restent intactes lorsqu'il s'agit de dissociation. Ce terme connaît dans les années 2000 un succès important sur la dissociation chez les spécialistes américains, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir le diagnostic vraiment de stress post-traumatique. La dissociation des fonctions, si elle n'est pas traitée à temps, elle peut évoluer vers une aggravation des symptômes chez la personne, évidemment. Et enfin, dernier point que je voulais aborder, c'était que les troubles dissociatifs ont la plupart du temps, comme Janet l'avait déjà observé, une origine traumatique, parmi lesquelles les abus sexuels, la maltraitance infantile, les catastrophes naturelles, les accidents graves, les deuils par exemple, tous pouvant induire un épisode dissociatif. Les recherches sur le sujet ont toujours démontré que le principal prédicateur d'un trouble dissociatif n'est pas le traumatisme unique ou occasionnel, mais le traumatisme chronique, surtout s'il s'est déroulé dans l'enfance. Quelques informations importantes en introduction toujours de ce cours. La personnalité, c'est un système aussi complexe que dynamique. Ça se modifie au cours du temps. Il n'y a rien de figé. La dissociation, c'est une adaptation normale à un traumatisme qui a été vécu. Chaque symptôme présenté ici peut être vu comme un moyen, souvent très efficace, pour protéger la personne dans son intégrité physique et psychique, et surtout psychique. Chaque part dissociée a une fonction spécifique et a une signification claire. La compréhension et le respect de chacune d'elles, même les plus honteuses ou celles qui sont connotées négativement, sera une partie importante de la thérapie. Et enfin, les patients dissociés
présentent souvent des troubles associés, comme des troubles du comportement alimentaire, des addictions, des troubles de la sexualité ou la dépression ou l'anxiété, qui vont elles aussi impacter très lourdement la qualité de vie du patient. La plupart des personnes qui présentent une dissociation d'origine traumatique n'ont pas conscience de ce trouble spécifique. En fait, elles vont arriver en thérapie avec des plaintes qui sont principalement des phrases du genre « je comprends pas ce que je fais, je comprends pas les choix que j'ai faits dans ma vie, même ce que je vis, il y a quelque chose, il me manque des pièces du puzzle. J'ai l'impression de devenir fou ou folle, je ne sais pas vraiment qui je suis et j'oublie même parfois ce que je fais. La personne qui a subi ça, c'est pas moi, c'est plus moi. L'enfant qui a subi ça, je ne veux pas me connecter à lui, je veux pas en entendre parler, c'est plus moi, j'ai dépassé tout ça. Je veux pas qu'on me voie comme une victime, je ne peux pas imaginer me voir moi-même comme une victime, ça c'est insupportable. D'autres phrases comme les choses qui se déroulent sont indépendantes de ma volonté. Ça, c'est parmi les plaintes qu'on retrouve le plus souvent. Quelques idées reçues sur la dissociation qui est important de noter. La première, c'est que les parties dissociées au sein de la personnalité d'un individu ne sont pas des identités séparées, ni même d'autres personnalités. Elles représentent plutôt la manière dont notre personnalité est organisée. Les troubles dissociatifs ne sont pas des troubles psychotiques. En revanche, on retrouve certains symptômes dans diverses pathologies psychiatriques, sous forme d'altération de la conscience, sous forme de symptômes dissociatifs à proprement parler, comme la déréalisation ou la dépersonnalisation qu'on peut retrouver dans des pathologies psychotiques. Il est important de noter, pour moi c'est vraiment le point le plus important, parce que gardez-le bien en mémoire parce que je vais y revenir au cours des prochaines vidéos sur ce point-là. La dissociation est essentiellement expliquée par la neurobiologie bien avant d'être expliquée par la psychologie ou la psychiatrie. Selon l'auteure Janina Fischer, les désordres observés dans la dissociation sont des désordres du corps, du cerveau et du système nerveux essentiellement, bien plus que des désordres psychologiques ou des désordres psychiatriques. C'est vraiment important de garder cette information en mémoire. On continue. Le nombre de parts à l'intérieur de soi importe peu dans la thérapie, d'autant plus que la personnalité, c'est un processus dynamique et complexe. Il ne s'agit pas de figer ce concept. Vraiment, tout l'enjeu de la thérapie va consister à augmenter la connaissance mutuelle des parts de soi entre elles. Et enfin, dernier point aussi important, c'est que les traitements sédatifs ont tendance à aggraver les symptômes dissociatifs par le simple fait qu'ils augmentent en fait l'évitement du patient face à ses expériences intérieures. La sédation, effectivement, l'accès au traitement peut être vu comme un certain évitement, même si il peut être tout à fait pertinent au vu de l'état psychiatrique ou de l'état mental du patient. Je vous invite à regarder cette vidéo, donc à mettre par exemple pause dans la vidéo, là on en est presque à 20 minutes, mettre pause dans la vidéo et regarder celle-ci qui est en français. Donc vous la trouvez très facilement sur YouTube, vous tapez trauma et théorie polyvagale, elle dure 9 minutes et elle explique très bien les mécanismes de fonctionnement automatique sur lesquels je ne vais pas forcément revenir dans cette vidéo, mais si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les comportements de compensation, évitement, soumission, et comment est-ce qu'on rejoue ces mécanismes au cours de la vie, je vous encourage à la visionner. Elle parle également du score ACE dont on va parler maintenant à partir de la diapo suivante, qui va s'intéresser au modèle théorique de la dissociation structurelle. Donc avant de vous présenter le modèle théorique, j'ouvre une parenthèse pour vous présenter le score ACE. Si vous avez regardé la vidéo de 9 minutes que je vous proposais de visionner dans la diapo précédente, vous avez dû comprendre ce que représente cette étude. Donc c'est une étude de Vincent Filitti et Robert Anda qui date de 1998, qui a étudié les effets des traumatismes subis dans l'enfance
sur la santé et la qualité de vie de l'adulte que l'enfant deviendra plus tard. ACE signifie Adverse Childhood Experience, traduit par expérience négative de l'enfant. Il évalue le stress total durant l'enfance par le nombre total d'expériences négatives qui sont rapportées. Les résultats ont mis en évidence une forte corrélation entre l'exposition aux maltraitances et au dysfonctionnement familial pendant l'enfance et les facteurs de risque pour la santé. Donc par exemple, l'initiation précoce aux cigarettes, l'initiation précoce aux activités sexuelles, les grossesses à risque chez les adolescentes, mais également les risques de décès prématurés chez l'adulte, liés à l'alcoolisme, la toxicomanie, l'obésité sévère, la dépression, les tentatives de suicide, les maladies cardiaques ou encore les cancers. Donc finalement ici, vous avez cette pyramide ACE. Donc là, on va de la conception, début de la vie, jusqu'à la mort, ici, avec une perspective sur la vie entière. Et vous avez donc au départ les expériences aversives ou négatives de l'enfance, qui sont évidemment au début de la vie, qui peuvent atteindre les capacités sociales, émotionnelles et cognitives de l'enfant, adolescent et adulte qui deviendra plus tard, le conduisant à des conduites à risque pour sa santé, générant potentiellement des maladies, handicaps ou problèmes sociaux, et pouvant causer éventuellement une mort précoce. La pyramide ACE, donc c'est un modèle qui découle de cette étude dont je vous ai parlé sous la forme d'une pyramide qui décrit les mécanismes menant au décès prématuré de la personne qui a été maltraitée dans l'enfance, évidemment si aucune prise en charge thérapeutique n'est entreprise ou alors trop partiellement. Donc le modèle de Onno van der Hart et collaborateurs en 2004 dit que suite à l'exposition à un événement traumatique, la personne se divise en deux parties distinctes. Une partie qu'on va appeler apparemment normale et une partie qu'on va appeler émotionnelle. La fragmentation du fonctionnement de la personne tel que celui-ci, c'est une forme très efficace d'adaptation et de survie de l'enfant que l'on a été dans l'environnement insécure dans lequel on a vécu. Il génère sur le long terme le maintien de cette fragmentation de la personnalité et a comme conséquence une vie intérieure qui peut être assez sombre et douloureuse, qui, chez l'adulte, peut mener à des pulsions autodestructrices ou un fonctionnement qu'on va qualifier de dysfonctionnel, même lorsque celui-ci évolue dans un climat aimant et stable. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que cette diapositive-là et la suivante, on les verra dans la partie 3 du cours, donc dans la vidéo numéro 3 sur 4. Mais pour vous expliquer un petit peu plus en détail, la partie apparemment normale, c'est un état d'amnésie partielle, d'anesthésie émotionnelle qui essaye coûte que coûte d'éviter le trauma. Toute personne qui a été traumatisée va tenter d'y rester le plus souvent possible, le plus longtemps possible, parce que c'est ce qui maintient la survie pour elle, c'est ce qui lui permet de fonctionner normalement, mais aussi qui maintient la survie de l'espèce et de sa progéniture. La partie émotionnelle, elle, c'est tout ce qui contient les émotions, les pensées, les images liées au trauma. N'importe quel stimulus peut déclencher sa réactivation, comme si le danger était toujours actuel. C'est vraiment une réactivation qui s'active au présent, comme si le danger était toujours là. Et en fait, les personnes vont osciller entre des moments de réminiscence traumatique, personnalité émotionnelle, partie émotionnelle, et des moments de détachement, voire d'inconscience du trauma, donc la panne, évoquant chacune un sens de soi qui peut être différent. Et c'est dans ce sens de soi qui peut être différent que prend l'essence même de la dissociation. Mais la dissociation, c'est bien plus complexe que ça. On verra donc dans la partie 3 sur 4, dans la vidéo 3 sur 4, tous les mécanismes de fragmentation du fonctionnement global, comme celui-ci par exemple. Là, vous l'avez en 5 parties, mais il y a différentes manières de les présenter, et ça, on le verra dans cette vidéo numéro 3. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite à regarder de toute façon le cours dans son ensemble pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de la dissociation. Le message important à retenir, c'est que c'est la connexion à son enfant intérieur, donc une part très infantile de notre fonctionnement,
Et le fait d'apprendre à aimer et accueillir cette partie de nous qui est blessée, plutôt que de la considérer avec de la honte, du rejet, voire même de la colère. Et ça va être au centre de la thérapie. L'idée de la psychothérapie, c'est de créer un environnement sécure entre le soi adulte, représenté ici en rose, et le soi enfant, représenté ici en bleu. Moi, j'utilise souvent cette image en thérapie, et donc j'ai choisi de vous la partager parce qu'elle représente vraiment les deux parts de notre fonctionnement. Le fonctionnement traumatique en bleu, c'est l'enfant en fait qui a besoin d'être réassuré sur le fait que là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 2021, il est en sécurité et donc il demande au soi adulte, c'est-à-dire la part de nous qui est apparemment normale, qui fonctionne correctement, qui gère le quotidien, de s'arrêter un moment, de s'arrêter et de s'occuper d'elle. Et finalement, cet enfant intérieur que l'on a tous à l'intérieur de nous, il ne fait rien d'autre que nous demander est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis bien à cet endroit-là? Est-ce que tu m'aimes toujours? Et c'est à l'adulte que l'on est de pouvoir, et ce n'est que à l'adulte que l'on est de pouvoir répondre à cette question. On ne peut pas faire répondre une autre personne à cette question à notre place parce que ce ne sera que des petits pansements temporaires sur notre besoin d'affection et de réassurance. Et tout ça, on le verra au cours des vidéos qui vont suivre. Merci pour votre attention pour la première partie de ce cours, cette partie introductive. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie qui va se focaliser sur les définitions des termes d'intégration et de dissociation. Donc la dissociation, je vous le disais, elle peut être dite normale, traumatique, péritraumatique ou post-traumatique. Et je vous présenterai aussi les différentes pathologies dissociatives.